Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de l'indépendance. Ce soir, dans un stade d'Atlanta, 11 hommes en maillot national savent que demain, mercredi, ils entrent sur la pelouse face à l'Angleterre. 66 ans après que ce pays a hissé son drapeau, nos léopards écrivent une autre page de souveraineté, celle du terrain. Et le chef de l'État lui-même, hier soir, leur a adressé un message avant cette rencontre. Nous y reviendrons parce que ce match de demain dit quelque chose de la nation que ce journal veut servir. À vous qui nous suivez ce soir depuis Kinshasa, depuis Bunia, depuis Goma encore meurtri, et à vous qui veillez plus loin, de toutes les grandes villes où vive notre diaspora, vous qui regardez ce pays de loin avec un cœur qui ne s'éloigne jamais. Ce 30e jour de juin nous rassemble autour d'une même question. Le président Félix Tshisekedi a prononcé hier soir son allocution pour les 66 ans de l'indépendance. Et il y a dit une phrase que notre rédaction tient pour la clé de cette soirée. L'indépendance politique fut une conquête. La souveraineté pleinement vécue reste à faire. Voilà le fil de ce soir. Que reste-t-il à conquérir 66 ans après le drapeau? La mémoire de nos pères et la guerre qui ronge encore l'Est. La définition même de ce que veut dire être indépendant, pour nous et pour tout un continent. Une épidémie qui tue en Ituri pendant qu'une première malade guérit à Beni. Un débat constitutionnel que le pouvoir veut porter et que l'opposition veut briser dans la rue. Et des minerais que le monde convoite enfin pour ce qu'ils valent. Solange ouvrira cette édition avec le dossier qui porte tous les autres. Solange, ce soir le pays célèbre, et c'est juste. Mais le discours d'hier porte une tension que tu vas nous aider à entendre. Comment fêter une indépendance pendant qu'une part du sol échappe encore à l'autorité de l'État et pendant qu'une loi qui touche au pacte fondamental attend son sort? Ce dossier est le cœur de notre soirée. Solange, je te le confie. Merci Brigitte, et bonsoir à vous qui nous écoutez en ce jour de mémoire. Le 29 juin au soir, depuis Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son allocution à la nation pour le 66e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Il a posé une architecture en 3 mots. Le 30 juin, a-t-il dit, est une mémoire, une promesse et une responsabilité. La mémoire de ceux qui ont ouvert le chemin de la liberté. La promesse faite à chaque génération de ne pas renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Et la responsabilité de protéger et d'incarner chaque jour cette indépendance dans les institutions, l'économie, la diplomatie et la défense. Cette parole n'arrive pas dans un pays apaisé, et le chef de l'État ne l'a pas caché. Il a rappelé qu'à l'Est, nos compatriotes subissent les conséquences de l'agression rwandaise, de l'activisme des groupes armés, des déplacements forcés et des prédations économiques. Il faut s'arrêter une seconde sur ce que cela signifie un jour de fête nationale. La souveraineté, depuis 1960, n'a jamais cessé d'être une conquête inachevée sur ce continent. Le drapeau a changé. La décision sur le territoire, elle, est restée disputée. Ce que le président appelle l'agression au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri et au Tanganyika, c'est précisément le point où la promesse de 1960 se heurte à la réalité d'aujourd'hui. Le chef de l'État a salué les forces armées, la police et les résistants patriotes engagés dans le cadre légal. Et il a posé sa ligne sur la paix avec des mots précis. La République, a-t-il dit, reste engagée pour une paix juste, mais cette paix ne sera ni une parenthèse de la vérité, ni une récompense à ceux qui prennent les armes, ni un compromis sur la souveraineté. Il a cité les accords de Washington, les discussions de Doha, les engagements de Montreux, et il en a conditionné le sens à des résultats vérifiables. Le silence des armes, le retrait des forces étrangères non invitées, le retour des déplacés, la justice pour les victimes. C'est ici que le dossier rejoint le pacte fondamental. Sur la loi référendaire adoptée par les 2 chambres, le président a annoncé un acte que notre rédaction doit rapporter dans son exactitude. Il a déclaré avoir déféré cette loi à la Cour constitutionnelle,
aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant toute promulgation éventuelle, conformément à l'article 160 alinéa 3 de la Constitution. Cet article existe et dit bien cela. Le président de la République peut soumettre une loi à la Cour avant de la promulguer, pour qu'elle se prononce sur sa conformité, la Cour statuant dans un délai de 30 jours. Et par honnêteté, il faut le dire avant toute critique, déférer une loi au juge plutôt que la promulguer d'un trait, c'est sur le papier un geste de procédure, pas un passage en force. Mais un geste de procédure se juge aussi à son moment et à son effet. Cette loi est au cœur d'une controverse que ce pays connaît depuis des mois. Pour ses partisans, elle comble un vide juridique sur l'organisation des référendums. Pour ses adversaires, elle ouvre la voie à un référendum qui pourrait toucher à la Constitution. En confiant la loi à la Cour, le président gagne du temps, déplace la décision et laisse au juge la charge de trancher une question hautement politique. Pour le citoyen qui nous écoute, l'enjeu n'est pas une subtilité de droit. Il est de savoir si les règles qui protègent la stabilité du pays sortiront renforcées de cette séquence ou affaiblies. Reconnaissons au chef de l'État ce qu'il a posé clairement. Aucune ambition, a-t-il dit, ne vaut plus que la paix de tous. Et le recours aux armes, à la haine ou à l'atteinte à l'intégrité territoriale ne saurait être un mode d'expression politique. Sur ce point, la fermeté est légitime, et un pays en guerre a le droit de la dire. La question qui reste ouverte est ailleurs. Une indépendance se mesure-t-elle au jour où l'on hisse le drapeau, ou à celui où l'État rentre dans chaque parcelle de son territoire et où ses institutions n'ont plus besoin d'un arbitre pour se faire respecter? Le 66e anniversaire n'a pas répondu. Il a seulement nommé la distance qui reste à parcourir. Avant de te rendre l'antenne, Brigitte, un mot encore, parce qu'il ouvre la suite. Le président a aussi parlé d'une épreuve sanitaire, l'Ebola en Ituri, et d'un plan de riposte. Nous y reviendrons tout à l'heure. Merci Solange. Retenons l'essentiel pour ce soir. Le pays fête une indépendance que le chef de l'État lui-même décrit comme encore à parachever, sur le terrain de la sécurité comme sur celui des institutions. Et cette idée, savoir si nous n'avons jamais été pleinement indépendants, ce n'est pas une question pour le Congo seul. C'est une question pour toute l'Afrique. C'est exactement ce que Julia va prendre, froidement, avec les faits. Julia, on a posé tout à l'heure une question qui dépasse nos frontières. En 1960, le drapeau monte, l'hymne résonne. Mais qui décidait du prix des matières premières? Qui choisissait les alliances? Qui imprimait la monnaie? Tu vas nous dire ce qui est établi, sans adoucir, sans gâcher pour autant le droit de ce pays à fêter sa liberté. Julia, à toi. Merci Brigitte, et bonsoir à vous qui nous écoutez. Une nation a le droit de célébrer le jour où elle a cessé d'être une colonie. Ce droit n'est pas en cause ce soir. Ce qui est en cause, c'est la définition. Qu'est-ce qu'un pays indépendant? On peut la poser en 4 points sobres. Un pays décide de son économie. Il choisit ses alliances. Il maîtrise sa monnaie. Il dispose de ses richesses. Prenons ces 4 points et regardons ce qu'il en a été en Afrique après 1960. Les faits parlent seuls. Premier point, les alliances. À peine libéré, le continent entrait dans la guerre froide et il fallait choisir un camp, Washington ou Moscou. La fidélité au bloc pesait souvent plus que le service du peuple. C'est dans ce décor que se place un fait congolais que nous devons énoncer avec exactitude. Patrice Lumumba, devenu Premier ministre le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, a exercé 67 jours avant d'être écarté, puis transféré au Katanga, où il est exécuté le 17 janvier 1961. En 2002, l'État belge a reconnu une responsabilité morale dans l'enchaînement des faits et des excuses ont été renouvelées en 2022. Des documents américains ont documenté un rôle de la CIA dans le soutien aux opposants de Lumumba. Et il faut être précis jusqu'au bout. La commission d'enquête parlementaire belge n'a établi aucun ordre d'assassinat venu des autorités. Ce qui est établi, c'est qu'un dirigeant jugé encombrant pour des intérêts étrangers n'a pas tenu 3 mois. Deuxième point, la monnaie. 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont longtemps partagé une monnaie, le franc CFA, arrimé à une parité fixe,
avec dépôt de la moitié de leurs réserves de change au Trésor français jusqu'à la réforme de 2019. La République démocratique du Congo n'en a jamais fait partie. Elle a sa propre monnaie. Mais le cas mérite d'être posé parce qu'il montre comment la décision monétaire d'une partie du continent est restée à Paris des décennies après les drapeaux. Disons aussi ce que ses défenseurs avancent. Une inflation maîtrisée, une stabilité rare. La question n'est pas de trancher pour ou contre. La question est de savoir qui tenait la décision. Pendant longtemps, ce n'était pas entièrement ceux qui utilisaient la monnaie. Troisième point, les richesses. Le modèle hérité de la colonie est simple. On exporte la matière première brute, le produit fini se fabrique ailleurs et on le rachète plus cher. La valeur se crée loin du sol qui a fourni la ressource. Ce n'est pas une thèse militante, c'est ce que le président Tshisekedi a dit lui-même hier soir. Le temps où nos minerais étaient exportés à l'état brut, valorisés ailleurs, puis revendus au monde pendant que les populations restaient pauvres, appartiendrait au passé. Notons-le froidement. Si on l'annonce comme un changement en 2026, c'est que cela a duré 66 ans. Imaginons la chose sans la chiffrer, car aucun chiffre fiable ne la résume. Comme si de tout ce que le sol produit, une part seulement revenait à ceux qui vivent dessus. Quatrième point, la décision interne. Il y a eu à travers le continent des dirigeants installés ou maintenus parce qu'ils servaient un camp, des dettes contractées qui ont pesé sur des générations, des plans d'ajustement qui ont freiné l'investissement dans l'usine, l'école et l'hôpital. Le mécanisme est constant. Un pouvoir qui doit sa place à un parrain extérieur ne sert jamais entièrement son peuple. On le voit dans une histoire ghanéenne. Kwame Nkrumah avait lancé une industrialisation ambitieuse, des dizaines d'usines d'État, une vision panafricaine. Le 24 février 1966, pendant qu'il était en visite en Chine, un coup d'État militaire et policier l'a renversé. Il y avait des griefs internes réels, une dérive autoritaire, des difficultés économiques. Et il y avait des puissances étrangères que ce projet d'Afrique industrialisée et non alignée dérangeait. Le président ghanéen actuel a affirmé en 2025, document déclassifié à l'appui, un rôle de la CIA dans ce renversement. Dernier registre, le plus lourd, les guerres dont d'autres tirent profit. Disons-le avec la rigueur exacte. Des conflits africains ont eu des racines internes réelles et des intérêts étrangers s'y sont greffés pour exploiter le chaos. Le Biafra, à la fin des années 1960 au Nigeria, c'est le pétrole du delta du Niger, exploité par des compagnies étrangères et des puissances qui choisissent leur camp pour leurs propres intérêts. Plus d'1 million de morts, une famine de masse. L'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est la même logique autour des minerais. Un désordre qui a ruiné plus de 6 millions de victimes. D'autres disent même plus de 10 millions de vies et enrichit ceux qui en profitent. La nuance est capitale et je m'y tiens. On ne dit pas que ces guerres ont été entièrement fabriquées de l'extérieur. La preuve n'en est pas établie. On dit que des intérêts étrangers les ont alimentés, soutenus ou exploités. C'est déjà énorme. Alors, revenons à la question de départ, sans y répondre à votre place. En 1960, ce pays et ce continent ont gagné le drapeau. La décision, la monnaie, les richesses, la maîtrise du territoire, voilà ce qui restait à gagner ensuite. 66 ans plus tard, une partie du chemin a été faite et une grande partie reste devant. Fêter l'indépendance n'est pas un mensonge, c'est une étape. Reste à chacun de regarder la carte et de mesurer où nous en sommes sur la route. Brigitte, je te rends l'antenne. Merci, Djouya. Tu nous l'as dit sans sucre. Et c'est ainsi que la nation grandit, en se regardant en face un jour de fête. Gardons cette boussole. L'indépendance ne se résume pas à une date. Elle se mesure à ce qu'on décide vraiment de soi-même. Et il y a un terrain où cette épreuve est quotidienne. C'est celui de la santé. Dans son allocution, le président a consacré un long passage à l'Ebola. Il a qualifié la résurgence de nouvelle épreuve sanitaire, touchant principalement les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia en Ituri.
et il a annoncé un plan global de riposte budgétisé à 319 millions de dollars américains, dont les premiers moyens ont été mobilisés en urgence. Il a eu cette phrase que notre rédaction retient. Ebola n'est ni une rumeur, ni une honte. C'est une urgence sanitaire qui exige responsabilité, solidarité et vérité. La vérité, justement, a deux visages ce soir et il faut tenir les deux. L'Ituri reste l'épicentre avec 23 zones de santé touchées. Le Nord Kivu est sous surveillance prioritaire dans 11 zones. Le Sud Kivu a enregistré 3 cas confirmés et un décès dans la zone de Miti-Mureza. 100 nouvelles transmissions signalées depuis le 26 mai. Voilà la carte de l'épreuve. Mais ce 29 juin, à Beni, au Nord Kivu, un autre fait a eu lieu et il compte autant que les chiffres. Une première malade a été déclarée guérie au centre de traitement installé dans l'hôpital général de référence. Elle s'appelle Charline Kaindo Makelu. Son histoire dit tout ce qu'un communiqué ne dit pas. Admise le 17 juin, prise en charge 10 jours, elle a achevé les 21 jours de suivi recommandés avant que les examens confirment sa guérison. À sa sortie, elle a livré le message le plus utile qui soit. Si quelqu'un arrive vite à l'hôpital, la guérison est possible. Le médecin chargé de la riposte à Beni, le docteur Jérémy Katsavara, a prolongé cette parole en rappelant que ceux qui arrivent au stade avancé de la maladie ont, selon ses mots, la malchance de perdre la vie. Tout se joue donc sur le temps et sur la confiance. Et c'est là que le discours présidentiel et le terrain se rejoignent et se tendent à la fois. Le chef de l'État appelle à la confiance, à la discipline collective, à ne pas céder à la désinformation. Charline Kaindo, elle, vient de prouver que cette confiance se construit avec un visage, pas avec un chiffre. Le plan de 319 millions existe sur le papier. La guérison de Beni existe dans une salle d'hôpital. Entre la somme annoncée et la main tendue d'une équipe soignante à une patiente arrivée à temps, c'est tout le défi de cette riposte qui se joue. Beni vient de montrer ce qui sauve. Reste à savoir si l'argent et les renforts arriveront aussi vite que la maladie, dans les zones où l'on hésite encore à pousser la porte du centre de santé. Le chef de l'État a parlé de la Constitution comme garant. Hors de son discours, 2 voix s'élèvent ce 30 juin, et elles dessinent la fracture du pays. D'un côté, un prix Nobel qui refuse de fêter. De l'autre, un député de la majorité qui défend pied à pied le droit du peuple à se prononcer. Notre rédaction les tient dos à dos, sans valider ni l'un ni l'autre. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et opposant, a adressé ce mardi une lettre ouverte au président. Il l'ouvre par une phrase frontale. Il n'écrit pas pour souhaiter une bonne fête nationale, car selon lui, il n'y a rien à célébrer. La nation étant, dit-il, en crise existentielle et en danger de balkanisation. Il reproche au pouvoir, sur 7 ans, de n'avoir pas donné suite au rapport Napping, d'avoir maintenu un état de siège qu'il juge inefficace, d'avoir multiplié des initiatives diplomatiques sans coordination entre l'EAC, la SADC, Doha et Washington. Et il revient sur un accord économique signé avec le Rwanda en 2021 sur les minerais du Kivu. Ce sont ces mots, ces accusations, et nous les rapportons comme tels sans les certifier. En face, le député national Joseph Nkoy Wembo de l'Union sacrée défend une autre lecture. Pour lui, l'existence d'une loi sur l'organisation des référendums n'est pas un changement de constitution, et il invoque l'article 5, la souveraineté du peuple, pour soutenir que rien n'interdit de réfléchir à des réformes. Il affirme que la priorité du chef de l'État reste la pacification de l'Est, et il renvoie l'opposition à sa propre responsabilité. Dans cet échange, le député avance aussi que les FDLR n'existeraient pas sur le sol congolais. Notre rédaction tient cette affirmation pour ce qu'elle est, une déclaration d'acteurs, contestée, que les accords de Washington eux-mêmes contredisent en faisant de leur neutralisation un engagement. Nous ne la validons pas. Pour le citoyen, la mécanique est limpide et inquiétante. D'un côté, une loi déférée à la Cour. De l'autre, une marche annoncée le 8 juillet à Kinshasa pour exiger le départ du chef de l'État. La parole et la vue avancent l'une vers l'autre.
la Constitution de 2006 fut pour beaucoup un pacte de paix. Le 8 juillet dira si ce pacte se débat encore dans les institutions ou déjà dans le bruit des avenues. Le dernier volet du discours regarde vers New York. En juillet, la République démocratique du Congo assumera la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies, où elle siège comme membre non permanent pour le mandat 2026-2027. Le chef de l'État a annoncé qu'il présidera une réunion de haut niveau consacrée aux liens entre ressources naturelles, paix, sécurité et développement durable. Son message, a-t-il dit, sera clair. Les ressources du pays ne doivent plus être regardées comme une malédiction, mais devenir un levier de paix, de souveraineté et de transformation. Derrière la formule, il y a une bascule que ce journal suit depuis des mois. Le président affirme que le regard sur le pays change, que la République n'est plus seulement perçue comme un territoire de crise, mais comme un pays solution, grâce à ses minerais critiques, le cobalt, le cuivre, le coltan, le lithium. Il situe là le partenariat stratégique en construction avec les États-Unis. Et il pose une exigence, que ces partenariats servent les intérêts du peuple congolais, renforcent la souveraineté, favorisent la transformation locale et créent des emplois durables. C'est exactement le pilier des richesses dont nous parlions plus tôt ce soir. Pendant des décennies, le minerai est sorti brut et la valeur s'est créée ailleurs. La promesse d'aujourd'hui, c'est de retenir cette valeur sur le sol congolais. Le chef de l'État a aussi rappelé que le pays préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, où il dit défendre le respect de l'intégrité territoriale et la lutte contre l'exploitation illégale des ressources. Pour la santé financière des foyers, l'enjeu est concret. Un emploi à l'usine de transformation vaut mieux qu'une cargaison de minerais bruts qui repart. Le marteau du Conseil de sécurité passera entre les mains de Kinshasa en juillet. Reste à voir si les puissances assises autour de la table entendront le bruit qu'il fera. Et puisque nous avons ouvert cette soirée avec eux, accordons-leur, avant de nous quitter, le moment qu'ils méritent. Demain, mercredi 1er juillet, à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium, à 17h de Kinshasa, 11 hommes en maillot national entrent sur la pelouse face à l'Angleterre. Et ce n'est pas un match comme les autres pour ce pays. Il faut mesurer le chemin. La République démocratique du Congo n'avait plus disputé une phase finale de Coupe du Monde depuis 1974, 52 ans. Cette année, les Léopards de Sébastien Desabre ont d'abord tenu en échec le Portugal, une des grandes nations du football mondial, sur le score de 1-1. Ils se sont inclinés de justesse devant la Colombie. Et ces derniers jours, dos au mur, obligés de gagner, ils ont renversé l'Ouzbékistan 3-1, mené pourtant au score, avant qu'un doublé de Yohan Wissa et un but de Fiston Mayele ne retournent la rencontre. Cette victoire, la première de leur histoire en phase finale de Coupe du Monde, leur a ouvert les 16e de finale parmi les meilleures troisièmes. Demain, la marche est plus haute. En face se dresse l'Angleterre, 4e nation au classement mondial, championne du monde en 1966, première de son groupe. Les deux pays ne se sont jamais affrontés à ce niveau. Sur le papier, les Léopards ne sont pas favoris et personne ne le cache. Mais le football n'est pas une affaire de papier. Une équipe qui a tenu le Portugal et renversé l'Ouzbékistan sait que tout reste possible 90 minutes durant. Le chef de l'État l'a dit hier soir, et ces mots valent pour ce soir. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, l'intérieur et la diaspora ont vibré d'un même cœur. C'est cela que les Léopards rappellent à la nation un jour d'indépendance. Le pays se déchire sur la Constitution. L'Est saigne au corps. Une épidémie tue en Ituri. Et pourtant, le temps d'un match, ce peuple sait redevenir un. Le capitaine Chancel Mabemba et ses coéquipiers ne portent pas seulement un maillot de main. Ils portent une preuve, celle qu'unie, cette nation tient son rang. Qu'ils entrent sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà vendu un peuple fier et l'audace de ceux qui savent que rien n'est joué d'avance.
Voilà notre soirée d'indépendance. Retenons les 2 dossiers qui l'ont porté. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déclaré hier les 66 ans du pays, en reconnaissant lui-même que la souveraineté pleinement vécue reste à conquérir, sur le terrain de l'Est comme sur celui des institutions. Et il a déféré la loi référendaire à la Cour constitutionnelle au titre de l'article 160, alinéa 3. Et Julia nous a rappelé, faits à l'appui, de Lumumba au Biafra, du franc CFA au Ghana de Nkrumah, que l'indépendance d'un continent ne s'est jamais résumée à un drapeau, qu'elle se mesure à la décision, à la monnaie, aux richesses et aux territoires. La pensée du jour. Ce soir, nous la tirons de notre propre matière. L'indépendance n'est pas un héritage que l'on reçoit une fois pour toutes. C'est une dette que chaque génération recontracte envers la suivante. Nos pères ont payé le drapeau de leur vie. À nous de payer le reste. La maîtrise de nos sols, la sécurité de nos frontières, la confiance dans nos institutions, sans quoi l'affect n'est qu'un souvenir qui s'use. Comme le rappelait Nelson Mandela, avec la liberté viennent les responsabilités. Le 30 juin nous a donné une nation à aimer. Il nous confie une république à servir. Et puisque nous les avons longuement salués, laissons-les sur cette image simple. Demain, à Atlanta, toute la nation sera derrière eux. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme terre de vie. C'était Brigitte pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.